Je vais vous présenter ce que je voulais vous présenter tout à l'heure, le sujet du jour qui est pour moi la partie la plus importante. Ça fait déjà 1h09 qu'on est ensemble. On est 190, donc pensez à mettre des likes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Hop, mettre en plein écran. Alors, je vais reprendre la première question de tout à l'heure, qui était: qu'est-ce que les layers 2? Pour faire très simple, quand on parle d'une blockchain, on va avoir plusieurs couches. On a historiquement ce qu'on appelle des blockchains monolithiques, c'est des blockchains qui vont faire toute la structure, un peu comme un burger complet. Et après, il y en a qui ont commencé à intégrer les notions de blockchain modulaire en disant, bah, le burger, en fait, c'est du pain, c'est de la viande, c'est de la salade, c'est des tomates, c'est du fromage. Donc, on peut avoir un spécialiste du fromage, on peut avoir un spécialiste du pain, on peut avoir un spécialiste des tomates, un spécialiste de la viande. Voilà un petit peu l'idée initiale. Et si on prend des blockchains comme Bitcoin et Ethereum, c'est des burgers complets, pour faire l'analogie. Pour ceux qui commencent à avoir faim, vous pouvez me remercier. Hem, sur la blockchain Ethereum, on va découper ça de manière très synthétique. On a la partie réseau et physique, là où on va échanger les données, qui va être en général ce qu'on appelle un peu la couche, 0. On va avoir la couche niveau 1 qui est globalement la blockchain, et après on va avoir la partie niveau 2 qui est souvent l'exécution des transactions. Je schématise de manière exprès très, très large, hein, pour éviter pour que les débutants puissent comprendre. Et aujourd'hui, ce qui faisait défaut, justement, c'est cette exécution de transactions qui était trop lente au goût de la plupart des gens sur le réseau Ethereum et qui a tendance à être saturée. Donc, beaucoup de personnes se sont dit: «OK, on va se spécialiser dans ce mode de fonctionnement-là et on va développer différentes technos». Heu, c'est pas récent, cette thématique-là, elle avait déjà lieu sur Bitcoin avec les channels et le Lightning Network. Après, on a eu, sur Ethereum, on a eu les plasmas qui ont été un peu les 1ers arrivés sur les éléments. On a eu du Validium et ensuite on a eu tout ce qui est roll-up. Le concept d'un roll-up, c'est assez simple, c'est de dire: «On va faire un package, on va prendre tout un tas de transactions, on va faire un package et on va donner juste le résultat. On va donner juste l'en-tête». Un peu comme un fichier zip où on donnerait juste l'en-tête et on l'intègre dans la blockchain. Le problème de ces technologies-là, il y a 2 grandes technos, donc les optimistic rollup et les ZK rollup, qui ont ensuite des découpages internes. Mais pour vous expliquer ça simplement, un optimistic rollup, il part du principe que tout ce qui traite, c'est valide et donc il va générer une preuve de fraude en disant: «Bah, voilà, la blockchain sous-jacente est capable de vérifier, est capable de se dire: "OK, là, il y a eu une problématique dans une transaction"». Et après la partie ZK, c'est l'inverse, c'est qu'on va tout contrôler et on va, émettre ce qu'on appelle une preuve de validité. Le problème de ces layers 2, que ça soit Optimism, Arbitrum, Polygon, hem, Starknet, tout ce que vous voulez, la plupart des grosses layers 2 du marché fonctionnent avec un seul séquenceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un séquenceur, c'est justement l'entité qui va récupérer les transactions et qui va les ordonnancer avant de faire la suite du processus. Parce qu'en fait, pour arriver à ordonnancer, il faut qu'elle récupère l'état de la blockchain, elle fasse l'ordonnancement et après, elle va émettre justement cette preuve de validité ou cette preuve de fraude en fonction de la technologie utilisée. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une centralisation qui est très forte sur ces types de produits. On était censé être sur une technologie qui était la plus décentralisée possible. Sauf que quand on regarde le fonctionnement, on a Ethereum qui a un certain nombre de nœuds, qui est décentralisé, et au-dessus, on a des layers 2 qui sont ultra centralisés. Donc ça va à l'opposé du mode de fonctionnement et de l'intelligence qu'on voulait donner en fait derrière tout ça et derrière les différents réseaux. Le problème de cette centralisation, c'est que globalement, bah, quand il y a une panne, bah, ça pose de gros problèmes. Et hier, on a vu qu'il y a eu, il y a quelques jours, il y a eu une grosse panne sur, la layer 2 Snarknet, qui est une layer 2 qui est assez conséquente sur le réseau, Ethereum.
qui fonctionne en ZK-proof. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que le séquenceur, il a envoyé une information qui n'était pas recevable par, les différents éléments et donc ça a complètement fait planter l'ensemble de la layer 2. Il y a des personnes qui se penchent sur cette question-là, dont certaines personnes de l'équipe de chez Starknet, qui se sont dit: «OK, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer, d'améliorer ça?» On va décentraliser, tout simplement. On va décentraliser cette partie séquenceur qui est un point, névralgique en fait, du réseau. Le problème de décentraliser cette partie-là revient à faire une layer one parce que vous êtes obligé de redistribuer des récompenses, vous êtes obligé d'avoir à nouveau une, un consensus en fait entre ces séquenceurs. Donc ça revient à avoir une layer one et donc on perd toute l'efficacité de justement des performances de ces layers 2. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion qui est faite au niveau du réseau Ethereum, parce que c'est majoritairement lui qui porte la chose, c'est de se dire: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit développer une nouvelle technologie qui ressemble un peu plus à du Validium, où on était un peu plus décentralisé, mais on se rapproche énormément d'une layer one? Ou est-ce qu'on pousse énormément une layer one à être ultra performante avec tous les défauts que ça engendre?» Parce que bien sûr, quand vous avez une blockchain, vous avez un trilemme, le trilemme qui a été, mis en avant par Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. La décentralisation, vous l'avez d'un côté, de l'autre côté, vous avez la sécurité et de l'autre côté, vous avez la scalabilité. Vous pouvez pas avoir les 3 points en même temps. C'est comme ça. Donc si vous êtes ultra décentralisé et très scalable, vous allez avoir une sécurité qui est complètement éclatée. Aujourd'hui, le réseau Ethereum ne peut pas se permettre d'avoir une sécurité éclatée, tout simplement parce que c'est le pilier de l'écosystème crypto. Il peut pas être ultra centralisé parce qu'il y a tous ces points de défaillance. Vous voyez? Quand vous êtes centralisé de manière importante, bah, ce qui se passe, c'est que quand il y a un code, par exemple, qui n'est pas reconnu, tout s'arrête de fonctionner. On ne peut pas avoir une panne sur le réseau Ethereum, c'est pas possible. Donc pendant très longtemps, ils ont fait le choix de déléguer cette partie scalabilité. Cette partie scalabilité, c'est simplement l'exécution des transactions. Donc ils l'ont délégué à des layers 2 pour faire le travail et ils ont mis à disposition un tas de mécaniques au travers des différentes mises à jour pour améliorer ce genre de choses, pour augmenter ces effets-là, le temps que le réseau Ethereum trouve une solution pour être beaucoup plus scalable. Et on l'a toujours dit, le jour où le réseau Ethereum est beaucoup plus scalable, c'est simple, c'est la mort de toutes les layers 2. Elles apportent rien de plus que ce que peut apporter déjà le réseau Ethereum en termes de sécurité, en termes de fiabilité et autres. Voilà ce dont je voulais vous parler. Et donc pour moi, c'est une question qu'il faut se poser, c'est vraiment l'avenir de ces layers 2, en tout cas sous ce format-là comme on le connaît. Est-ce qu'il y aura d'autres technologies qui vont apparaître? Je pense, et peut-être qu'ils trouveront une autre solution. Aujourd'hui, ils fonctionnent de cette manière-là d'un point de vue roll-up, parce que c'est majoritairement des roll-up qui tiennent qui tiennent le les les layers 2 qui sont les plus importantes. Mais on voit de temps en temps arriver des nouvelles technos et on n'est pas à l'abri que quelqu'un invente une nouvelle techno qui réponde au mieux, en tout cas aux besoins qui est, actuellement présent. Alors je crois qu'il y avait une question sur les layers 2 qui avait été posée au début. Je vais essayer de la retrouver, mais sinon n'hésitez pas à me le dire et me le poser et me les poser au fur et à mesure. Et si vous avez même d'autres questions, je vais en prendre quelques-unes également. Hop. Alors qu'est-ce qu'une layer 2? J'ai déjà répondu. Bon, bah, c'est pas grave, je ne le retrouve pas. Et effectivement, comme dit Benjamin, c'est le moment. Likez, faites pas vos rats. Prenez le temps de le faire, c'est important. Ça nous aide à référencer la chaîne. Hop, je vais prendre quelques questions avant de vous présenter la dernière chose que j'avais mis de côté. Est-ce lié est-ce lié avec ce que les gens appellent les proof of work et cetera? Alors pour faire très simple et je sais qu'il y en a beaucoup qui maîtrisent pas forcément ces sujets-là. Tu as aujourd'hui 2 grands modes de validation d'un bloc. Je fais pareil, je schématise, hein.
Tu as la proof of work, la preuve de travail. L'objectif, c'est de soumettre une équation mathématique qui est extrêmement dure. Le premier qui la résout, il touche la récompense. La récompense du bloc, c'est des frais de transaction et une récompense qui est liée au bloc nouvellement validé. Et après, tu as la proof of stake, qui est ni plus ni moins que la preuve d'enjeu, où tu vas mettre tes cryptos sous séquestre et tu vas être en général tiré au sort et tu vas valider la problématique qui a été soulevée. Tu vas faire ton bloc et tu vas l'envoyer et il va être ainsi de suite vérifié. Le gros défaut de la preuve de travail, c'est qu'en fait, énergétiquement parlant, elle est très importante et surtout, toutes les calculs qui ont été faits qui ne sont pas qui n'ont pas gagné, bah, globalement, c'est de l'énergie qui a été jetée par la fenêtre. Ce qui est reproché dans beaucoup de cas, mais ça permet d'être beaucoup plus décentralisé puisque n'importe qui peut rentrer en concurrence. La problématique du proof of stake, c'est qu'elle va avoir tendance à avoir moins de personnes qui vont bloquer cet argent. On va avoir des nœuds qui vont être beaucoup plus centralisés, des validateurs qui vont être beaucoup plus centralisés et donc à partir de là, il y a potentiellement des risques de défaillance qui sont plus importants et un risque de centralisation beaucoup plus important. Par contre, il est beaucoup moins énergivore parce que tu as pas les mêmes contraintes de faire tourner une machine qui est dédiée à faire de la puissance de calcul qu'une machine qui, quand elle est interrogée, va répondre à une problématique très précise. Voilà. Et Timo, je t'invite vraiment à te former. Tu vas apprendre des choses qui sont très importantes et surtout, ça te permettra de te préparer pour ce boulot-là. Vous avez encore le temps là de vous préparer. Tac, 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 je vais reprendre les questions. Amos. Ah bah ça faisait longtemps, ça faisait au moins un live que j'en avais pas entendu parler. Ton avis sur les crédits lombards adossés aux crypto, légal en France depuis quelques mois? Je sais pas pourquoi en fait tout le monde se bat avec ça. Ça vous permet d'extraire. Le concept, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de se dire, OK, vous prenez vos BTC, vos Ethers, vous les mettez en collatéral, vous empruntez à un taux qui est 4-5%. Vous allez vivre avec cet argent-là et après, vous le rembourserez et ça vous permet de garder vos cryptos. Je suis pas fan de ce type de solution. Déjà, c'est des solutions qui sont beaucoup trop récentes. Donc, on n'a pas d'historique dessus, on n'a pas de retour dessus. Donc, tu es pas à l'abri qu'ils fassent n'importe quoi avec tes fonds et tu te retrouves à perdre tes cryptos et en plus à devoir rembourser ton prêt. Et ensuite, je pense que tu as mieux fait de vendre tes cryptos, d'avoir ce fiat-là et d'en profiter pleinement dans ta vie et potentiellement de rentrer au prochain cycle que de te prendre la décote entre les 2 et de pas avoir vendu. Voilà, parce que si tu as aujourd'hui un BTC, ça vaut 100 000 tu vas emprunter, j'ai pas les seuils, hein, sur les différentes plateformes. Tu vas emprunter, on va dire, 50 000. Quand le BTC va descendre à 60 000, ton taux de cotation, il va frôler la liquidation, si tu ne seras pas liquidé déjà. Tu aurais vendu ces 100 000 tu t'en gardais 50 000 dans ta poche. Les 50 autres 1000, tu les mettais de côté pour les réinvestir pour acheter un BTC. Et donc en fait, tu aurais dépensé 50 000 et en plus tu aurais à nouveau un BTC. Donc, honnêtement, j'y vois pas d'intérêt. Il y en a plein qui essaient de gratter l'impôt. Mais en fait, l'impôt, tu te le prendras plus tard. Juste, tu déplaces le temps de l'impôt. Il faut pas croire, plus on va avancer dans le temps, plus l'impôt va être cher et plus il va être abusé. Donc, pour moi, c'est pas une bonne solution, en fait. Ça peut être intéressant pour des personnes qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas forcément ces problématiques-là ou qui ont des grosses quantités de crypto, qui veulent pas forcément sortir. Mais pour la plupart des gens, vous allez avoir quoi? 10, 20 000, 50 000 euros dedans. Prenez-les, en fait. Tu projettes quelle vision sur ETF? Solana, celle de News ou Pump, tu es dedans? Pas du tout. Mais jamais de la vie, même avec un bâton, j'y touche pas à cette merde. Je vous ai montré, ça a pas de liquidité, c'est le projet de fond, il est pété. On vous en a déjà parlé plein de fois, on a fait des analyses fondamentales complètes dessus dans l'accompagnement. Ceux qui sont dans l'accompagnement, à ce propos, on fait un accompagnement, 2 coachings de groupe par mois, dans lequel on présente nos portefeuilles, on présente notre vision du marché, on présente des thématiques avancées comme des analyses fondamentales sur Solana, sur Ripple, sur des projets où vraiment les creuses en profondeur, on vous les pense, on vous les présente.
Et globalement, Solana, il y a trop de défauts, il y a trop de problèmes. Et pourtant, j'étais un des premiers à en parler parce que la techno, à la base, était intéressante. Mais il y avait déjà à l'époque, quand je voulais présenter, il y a déjà des grosses problématiques, je vous les avais mis en avant. Et donc non, voilà, c'est des produits, je vois pas même pas pourquoi j'irais dessus. Vraiment, je vois pas aucun intérêt. Il y a pas de liquidité. Le projet est pourri derrière, il y a trop de problématiques. Après, si vous voulez faire de la spéculation, il y a de la spéculation à faire. Je dis pas qu'il y a pas de spéculation à faire. Il y a 2 choses. Il y a l'avoir en portefeuille, avoir un vrai fondamental et le niveau de risque associé et l'accepter et aller faire de la spéculation dessus. Mais déjà, si je veux acheter une Solana, je vais l'acheter en direct, je vais pas passer par un ETF. Pourquoi j'irais m'embêter à passer par un tiers pour détenir un bien que je peux détenir avec, n'importe quelle wallet physique? Je vais sur Binance, j'achète du Solana, je me le transfère. Pourquoi je serais sur un ETF où il y a pas de liquidité, alors que tu vas sur Binance, il y a quand même de la liquidité sur Solana? Pourquoi j'irais suivre des news sur un projet qui m'intéresse pas? Non. Franchement, je préfère avoir du BTC et de l'Ether en portefeuille. 1000 fois, 1000 fois. PayPal, c'est pratique si tu ne veux pas que ta banque sache tout de suite ce que tu achètes. Faites gaffe au debanking. Mon conseiller m'a debanking. Mon conseiller m'a averti les banques FR n'aiment pas la crypto. Alors les banques FR n'aiment pas la crypto, c'est depuis tout le temps en fait. C'est pas nouveau. Le pire, je pense que c'est Credimut, CIC. Vous avez Crédit Agricole aussi qui a des politiques très dures envers les cryptos, où ils vont se faire rouler dessus. En fait, moi, j'attends qu'une chose, hein, et peut-être être très désagréable avec beaucoup de personnes dans ces secteurs-là. J'attends qu'une chose, c'est qu'en fait, le dinosaure se prenne la météorite, hein, qu'ils comprennent que la crypto, elle est pas là pour disparaître et que soit ils vivent avec, soit ils vont se faire rouler dessus. Société Générale est plus ouverte sur la question. LCL, de mémoire, ils ont du mal. Je vous fais des retours par rapport à ce que les clients nous ont dit et par rapport à ce qu'on a testé. Caisse d'épargne, de mémoire, ils étaient pas trop contre, de ce que j'en avais vu. Heu, les banques en ligne sont assez ouvertes sur la question, globalement, que ça soit, Boursorama, bah, Revolut, Wise, c'est tous des alors Wise non, Wise, ils sont contre la crypto, en Belgique, mais Revolut sont assez ouverts sur la question, N26 aussi. Je suis en train de réfléchir un petit peu. Après, vous avez toutes les banques spécialisées crypto, mais si on prend des banques, de commerce, hein, basiques. PayPal, c'est pratique, mais en fait, tu as des frais qui sont abusés. Ils peuvent te geler ton compte n'importe quand. Ça nous est déjà arrivé. Tu dans la crypto, PayPal te gèle ton compte. Donc, je suis pas fan non plus de passer par PayPal et si tu veux pas que ta banque, elle sache, oui, tu peux passer par PayPal, mais vaut mieux ouvrir une autre banque qui est crypto friendly. Tu auras bien moins d'embêtements, en fait, clairement. Donc après, c'est à toi de voir. Mais personnellement, j'aime pas trop jouer, moi, avec ce genre de choses parce que le jour où il gèle, c'est tes fonds, hein, et nous, je dis, des fois, ça nous a pris plus de 8 mois pour récupérer nos fonds, donc évitez de jouer comme ça avec les réglementations. On parlait de Paul. Donc Paul, c'est Polygon. Paul, c'est un peu la layer 2 old school de Ethereum. Est-ce que sa performance actuelle n'est pas liée au fait qu'elle fait le boulot depuis longtemps sans trop de risques qu'elle plante? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, franchement, c'est une layer 2 old school, mais la TVL dessus, on va aller la reprendre, hein. La TVL dessus, elle est éclatée. C'est une des premières qui a marché, mais avec des clés admin, avec de la centralisation, avec plein de choses qui vont pas. Elle fait le taf, mais tout le monde l'a oublié. Les gens sont restés dessus, tout simplement parce que c'était, parce qu'elle était EVM. Hop, je vais reprendre mon partage d'écran. Regarde, la TVL, elle est morte. Il y a eu un pic au début, effectivement, quand elle est sortie, sur 2021, et depuis, la TVL est morte. Donc non. Non, clairement, dans les layers 2 aujourd'hui qui ont un peu d'avenir, bah, il reste, de toute façon, c'est simple, hein, Arbitrum, Base qui est soutenu par Coinbase, il y a le pognon derrière, donc on se dit que ça peut tourner et qu'ils ont un intérêt à ce que ça tourne. On va avoir Arbitrum, je t'ai déjà dit, Optimism, Base, Darknet, on voit qu'il y a plein de problèmes. Polygon, ça marche, mais il y a pas d'intérêt. Franchement, pas d'intérêt. Quand on voit aujourd'hui les coûts, les frais sur Ethereum, pas d'intérêt. Donc, non, non, je sais pas pourquoi il se rengarde. Peut-être qu'il y a une news ou un truc comme ça qui est tombé, hein. Je l'ai pas vu passer. Mais c'est tout.
Regarde, hein, tu vois, en fait, il faut toujours prendre les vraies valeurs, hein, et tu vois les frais, payés, c'est QuickSwap. QuickSwap, c'est un fork d'Uniswap, hein. C'est pas non plus, et après tu as Uniswap derrière. Les volumes sur les DEX, tu vois 140 millions, on n'est pas non plus sur des trucs qui sont, extraordinaires. Et après, c'est du AV et AV, ça vient d'où? Ça vient d'Ethereum. Donc non, je suis plutôt, mitigé, moi sur ça. Mais est-ce que Solana ne paraît pas plus brillant dans le sens shiny, pas clever, que Ether avec un meilleur rendement en stacking, des perfs et un coût plutôt faible? Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous avez du stacking avec des rendements qui sont élevés, c'est dans la très, 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 très grosse majorité des cas, des injections, en fait, de nouvelles liquidités sur le marché, ce qui fait que ça dump sur long terme. Ça fait une pression vendeuse sur long terme sur le prix. Tous les protocoles aujourd'hui qui fonctionnent sur ce mécanisme-là, quasiment tous, à 99 fonctionnent sur ça, sur l'injection de nouvelles liquidités. Ce qui fait qu'en fait, le prix est suppressé en permanence. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a des performances qui sont plus intéressantes sur Solana que sur Ethereum, simplement qu'il y a les mêmes coins encore qui traînent sur Solana. Cette blockchain sert que à ça. Après, à côté de ça, les applis sont éclatées sur la blockchain Solana. Ça, c'est une réalité. Vraiment, je vous invite à, le, à le tester. Et les perfs, elles sont pas là. On va reprendre la blockchain. Je vais repartager mon écran, hein. Regardez. Ah, la blockchain Ethereum, on repart, on est à 91 milliards de TVL, avec des frais qui sont payés majoritairement par Tether, les stablecoins. On a quand même des volumes qui sont assez conséquents, hein. On parle en milliards de dollars. On a des plateformes qui sont assez conséquentes, pas mal qui sont comme liées au risk-taking et autres. Sur Solana, on a une augmentation, on est à 11 milliards de TVL par rapport à 6 milliards, mais on est quand même encore, on est à un dixième globalement de ce que fait quasiment Ethereum. Et c'est quoi? C'est Pump. Pump, c'est quoi? C'est les mêmes coins. Le jour où les mêmes coins sont à la rue, il n'y a plus de rendement, il n'y a plus de revenus. Après, on a Jupiter, hop, qui sont globalement des produits dérivés du lending, parce que c'est là où ça rapporte, et un peu de liquid staking. Et c'est tout. Après, il y a des volumes qui sont importants parce qu'il y a ces éléments-là. Mais c'est une blockchain, le gros problème, c'est qu'il y a eu tellement de mensonges dessus, tellement d'arrêts, tellement de problématiques, et tellement de jetons qui sont dumpés en permanence, que personnellement, je ne veux pas en avoir en fait en portefeuille. Et c'est pas parce que tu as un jeton qui vaut 200 et quelques dollars, combien il est le sol? Je ne sais même plus à combien il est. 207 dollars, qu'en fait, tu as un meilleur, tu, tu as une valeur qui est plus importante que de l'Ether. Il vaut mieux mettre 200 dollars dans de l'Ether, tu obtiendras plus de valeur que de mettre 200 dollars dans du Solana. Je m'explique. Le prix, c'est ce que tu payes, la valeur, c'est ce que tu reçois. Et mettre 200 dollars dans de l'Ether vis-à-vis de 200 dollars dans du Solana ou 200 dollars dans du Pump, c'est pas la même valeur que tu reçois. Après, c'est à toi de voir. Il y a effectivement des performances à faire, mais un niveau de risque qui est démesuré avec un fondamental qui est éclaté. Ça, c'est la réalité. Et si tu ne me crois pas, je t'invite à regarder l'historique de Solana et à faire tes propres analyses dessus et tu te rendras compte du trou dans la raquette qu'il y a en fait. Paul n'est plus EVM, ça a bougé avec le nouveau CEO indien. Ben là, tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que pour moi, ils avaient sorti la partie ZK là. Je vais regarder vite fait, mais il y avait la partie ZK EVM de chez. Bah, c'est bizarre, il est encore noté. Si tu as un article ou un truc comme ça, parce que moi, pour l'instant, je le vois encore dessus, hein. En tout cas, dans tous les trucs là des derniers jours, il l'indiquait encore en EVM, encore en EVM compatible. Mais c'est possible qu'effectivement, ils aient une vocation à le couper, hein. Comme je vous dis, je ne suis pas investi dessus et je ne le suis pas en détail.
Alors, tout ce qui est qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? J'en parle pas. Je vous le dis d'avance, je prends même pas les commentaires. Parce que, en fait, vous faites pas vos propres recherches. Si vous faisiez vos propres recherches, vous demandiez un avis objectif sur quelque chose, oui. Dans la réalité, vous le faites pas, vous allez juste, acheter ou pas en fonction de ce qu'on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a complètement arrêté de faire ce genre de choses. Sauf après sur les très grosses cryptos, parce que globalement tout le monde en parle et que on peut vous donner des retours qui sont précis. Mais sinon, il y a pas d'intérêt. Si vous n'avez pas de méthodologie pour faire une analyse, vraiment, prenez le temps de vous former. Prenez le temps de comparer les choses correctement. Vous pouvez pas comparer, par exemple, un Ethereum et un Solana si vous n'avez pas les connaissances et les compétences de base. Il faut avoir une grille de critères qui soit reproductible. C'est important et savoir ce qu'il faut chercher. Newell a annoncé un virage stratégique fin du ZKVM en 2026. Déjà qu'il tournait pas, bah, c'est pas trop mal. Recentrage sur la chaîne 1 et AGA, une surcouche cross-chain. Ouais, à voir, à voir. À voir ce que ça va donner. J'espère pour eux que ça reprendra, mais avec des clés admin et autres, moi, c'est pas je suis pas fan de ce genre de produit. Et après, le problème du ZK, c'est que c'est globalement compliqué à développer et je suis pas sûr que les équipes de chez, Polygon aient les reins assez solides pour développer ce genre de produit. Quand on voit déjà l'état de Starknet, alors que ça faisait partie des développeurs, des équipes internes de chez Ethereum qui sont allés taper ce produit-là, j'avoue que je suis pas serein.